Oui, en effet. Et avec ça, on peut commencer la séance. Donc, oui, bon, oui, c'est des détails pour le chat. Et avant de commencer, je vais juste éteindre ma vidéo parce que je vois un message, ma connexion Internet est instable. Ok. Donc, avant de commencer, il est vraiment important pour nous de reconnaître que les bureaux de la Fondation Makono se situent sur le territoire traditionnel et non cédé de la nation Kanien'kehá:ka, de la nation Mohawk. Les Mohawks sont donc les gardiens du territoire sur lequel se situe Montréal, d'où moi, Anna-Sophia, vous rejoins aujourd'hui. Ce territoire a longtemps servi comme un lieu de rassemblement et de partage entre nombreuses Premières Nations, et ces lieux continuent à accueillir des échanges entre différents peuples autochtones et entre autres personnes de la communauté montréalaise. La Fondation, une des priorités de la Fondation est vraiment le travail sur la réconciliation avec les peuples autochtones, et nous sommes comme équipe en apprentissage continu sur ce sujet. Donc il est vraiment important pour nous de reconnaître ça au minimum dans ces séances, et de reconnaître les territoires traditionnels sur lesquels nous travaillons et nous vivons. Donc j'aimerais souligner ça. Et cette reconnaissance est non seulement une façon d'honorer cette histoire des lieux, mais aussi de reconnaître que quand on parle de pratiques d'innovation sociale, comme on va le faire aujourd'hui, on parle aussi de pratiques qui sont des outils fondamentaux pour avancer un travail de réconciliation avec les peuples autochtones, mais c'est des outils qui reflètent des pratiques traditionnelles autochtones. Donc il est vraiment important pour nous de reconnaître cette histoire et ces enseignements. Je voulais aussi, à titre personnel, dire que, comme on le sait tous, on continue à faire face collectivement à une crise majeure. Et cette crise met énormément de pression sur nos communautés, sur le secteur et sur nous tous comme individus. Donc, je voulais reconnaître cette réalité actuelle et espérer que parmi ce contexte d'incertitude, vous arrivez vraiment à prendre soin de vous et de vos équipes et de vos proches. Et donc, avant de commencer et de passer la parole à Emeline, je vais rapidement vous donner une mise en contexte sur le travail de la Fondation Makono et de l'équipe d'Innovive. Il y a beaucoup parmi vous qui sont qui connaissent peut-être notre travail, mais je vais donner juste un aperçu rapidement. Donc, la Fondation Makono est une fondation familiale subventionnaire établie depuis un peu plus de 80 ans, je pense 1937. Et c'est une fondation subventionnaire qui apporte son soutien à des projets d'envergure qui visent à bâtir une société qui soit plus inclusive, plus durable et plus résiliente et innovante. Donc, comme je l'ai dit tantôt, la réconciliation avec les peuples autochtones est une partie très importante de notre travail, et également le soutien et le développement de l'innovation sociale est une approche clé dans notre travail. Et c'est à travers d'années de travail et d'échanges avec des organisations partout au Canada et avec des spécialistes en innovation sociale que la Fondation reconnaît l'énorme potentiel de ces outils et que l'on développe des différentes façons de disséminer ces outils d'innovation. Et c'est comme ça que Innovive est né. Et Innovive est un programme de la Fondation Makono qui aide les organismes et les collectifs d'organismes à innover, à renforcer des capacités en innovation sociale pour accroître leur impact. Nous avons développé du contenu avec des différents experts, comme Scale Collaborative qui nous rejoint aujourd'hui, et nous offrons du support à travers des différents parcours d'accompagnement qui visent sur des différents outils d'innovation sociale et visent à que ces outils soient accessibles, utiles et qu'ils puissent être adaptés au contexte de différents organismes. Donc, on fait cela à travers de partage d'informations, de rassemblements, de coaching spécialisé pour aider les organisations à mettre ces pratiques en œuvre. Et peut-être pour finir cette introduction, je prendrai 30 secondes pour vous situer sur le nouveau parcours d'accompagnement d'Innovive.
gérer à travers la crise. Comme je l'ai souligné tantôt, on se retrouve tous à faire face à cette crise déclenchée par la COVID. Et donc, à partir de ça, Innoive a ajouté du contenu qui a été développé avec le soutien de nos partenaires et avec le soutien d'experts en gestion de crise et le soutien de nos coachs aussi. Donc, nous avons ajouté des séances comme des webinars comme celui-ci, des ressources sur notre page internet on partagera ça dans notre courriel de suivi ou peut-être dans la boîte de chat. Du coaching, du mentorat, du micro-coaching entre autres. Donc, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos questions si vous voulez plus d'informations sur ça. C'est dans ce contexte que j'ai moi-même rejoint l'équipe d'Innoive au mois de mars. Je suis à la Fondation Makono depuis 2 ans aujourd'hui, en fait. Oui, 20 août. Et l'équipe d'Innoive avec ce parcours. Donc, dans le contexte de gérer à travers la crise, nous avons offert un webinaire initial, une séance en juin, qui a été une mise en contexte initiale pour identifier les changements organisationnels auxquels font face les différents organismes du secteur. Et aujourd'hui, les objectifs de cette session visent à vous aider à aider des organismes à se préparer à rebâtir et à réimaginer votre impact avec des outils financiers solides. Donc, les 2 objectifs pour aujourd'hui sont introduire des approches pour analyser les implications financières sur la voie de la reprise et de partager ou de vous rappeler les supports qui sont disponibles pour les prochaines étapes dans cette étape de rebâtissement. La session aujourd'hui s'adresse surtout aux organismes qui ne comptent pas avec un gestionnaire de finances principal parmi leurs employés, mais cela ne veut pas dire que cette séance ne vous sera pas utile si vous êtes un gestionnaire financier. L'approche que Emeline nous présentera est particulièrement utile pour les organismes qui considèrent les différentes répercussions financières de une ou plus des suivantes options. Donc, peut-être dans votre adaptation au changement, vous envisagez le démarrage d'un programme qui puisse combler des nouveaux besoins que vous avez identifiés dans votre groupe de bénéficiaires, ou peut-être vous envisagez l'acquisition d'un programme ou la transformation de la prestation d'un programme actuel. Peut-être qu'il y a un programme que vous considérez mettre à fin. Et dans ce qui concerne vos actifs, vous envisagez peut-être... pardon. C'est bon. Dans vos actifs, vous envisagez peut-être l'achat d'un actif où vous allez recevoir un bien ou peut-être même la fusion de 2 organisations. Cette dernière option ne va pas être un focus de la session, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous faire savoir dans le chat ou dans le questionnaire qu'on vous enverra en suivi. Et donc, avant de passer la parole à Emeline, on voulait atterrir dans la salle, cette salle virtuelle, avec un sondage initial. Donc, vous demandez quelles sont les stratégies en ce moment que vous envisagez pour votre organisation sur la voie de la reprise. Et je vais démarrer un sondage que vous pouvez remplir. Donc, vous devriez voir le sondage sur votre écran. Donc, je vous invite à cocher les différentes cases que vous trouvez s'appliquent à votre travail et à voter sur le sondage. Je vous donnerai quelques secondes pour le faire. Je vois que beaucoup d'entre vous s'approchent à la transformation de la prestation d'un programme. D'autres d'entre vous considèrent mettre fin à des programmes. Je donne peut-être 15 secondes, puis je fais. Ok.
Donc, voilà les résultats du sondage. Comme vous le voyez, il y a beaucoup de changements dans ce qui concerne la livraison de programmes. Et avec ce sondage initial, je passe maintenant la parole à Emeline Le Guen de Scale Collaborative qui va nous présenter des outils concrets dans ce qui concerne les implications financières de ces changements. Emeline est chercheuse en investissement d'impact pour Scale Collaborative. Elle possède beaucoup d'expérience en gestion de projets dans le secteur public et en finance sociale. Je veux reconnaître aussi que Lee Harris, qui travaille avec Emeline à Scale Collaborative, nous rejoindra dans cette session. Et c'est Lee qui a présenté la version en anglais mardi dernier. Donc, sans plus tarder, Emeline, je te passe la parole. On va faire un petit switch d'écran qui devrait marcher. Donc, je passe la parole et l'écran à Emeline. Bonjour à toutes et à tous. Merci Anna-Sophia. Je suppose que le partage d'écran a fonctionné et que vous voyez bien notre prairie de BC. Donc, oui, avant on la de voit bien. commencer, merci, super. Confirmé. Donc, avant de commencer, de notre côté à Scale Collaborative, on voudrait également faire la reconnaissance que nous vivons et travaillons sur les territoires non cédés des Salish de la Côte, ici plus particulièrement les peuples Lekwungen et Visanish. Cette photo donc, représente un pré de chêne du Gari au printemps, qui est un écosystème rare et caractéristique de la région. Donc, je me présente, je m'appelle Emeline Le Guen, je travaille ici pour Scale, basée à Victoria, en Colombie-Britannique. À savoir que donc, la vision de Scale, c'est une approche globale, un écosystème de soutien aux organismes à but non lucratif, aux entreprises sociales, aux politiques d'achat social, à l'investissement d'impact, et plus généralement à l'innovation sociale, à l'échelle de Vancouver Island principalement, mais au-delà du Canada. De mon côté, j'ai auparavant occupé des fonctions de chef de projet donc dans le secteur public, comme le disait Anna-Sophia. Et pour cela, j'ai soutenu et financé de nombreuses entreprises à but non lucratif qui elles-mêmes lançaient de nombreux programmes et des programmes d'acquisition d'actifs notamment, ce qui va être un des thèmes de notre webinaire d'aujourd'hui. Comme l'a précisé Anna-Sophia, ce webinaire a été créé par mon collègue Lee Herring. Lui a de son côté une expérience de plus de 20 ans en tant que manager d'organismes à but non lucratif et a mis en place de nombreuses rénovations organisationnelles sur lesquelles il a basé le travail de ce webinaire. Vous aurez, dans le cadre de ce webinaire, un appui sur la modélisation financière des rénovations organisationnelles et on vous proposera plusieurs outils pratiques, simples d'utilisation, qui vise à aider les leaders que vous êtes à évaluer rapidement l'impact de potentielles refontes de vos activités dans le contexte de reprise que l'on mentionnait, post-pandémie, ou en tout cas rebond de pandémie. Voici l'ordre du jour de la séance. Sachez qu'en plus de cette séance, nous avons conçu 3 cours webinaires qui sont préenregistrés et disponibles, qui vous décrivent en détail la façon d'utiliser les différents outils de modélisation. 3 outils, l'outil de programme, l'outil de cession et d'acquisition de biens et l'outil de fusion. Si à la suite de cette séance, vous envisagez d'entreprendre une rénovation organisationnelle, vous pourrez ainsi visionner un ou plusieurs des webinaires qui correspondent à votre situation précise. À savoir donc, dès le début de la pandémie, Scale et InnoWeave ont travaillé en partenariat pour créer un autre outil qui a été mentionné tout à l'heure pour les organismes confrontés à la gestion de l'incertitude, particulièrement sur la prévision des flux de trésorerie futurs. Cet enregistrement est encore accessible sur le site d'InnoWeave. Il peut être intéressant à visionner pour les organisations qui cherchent à mieux gérer l'incertitude concernant leur avenir financier. À cette époque, nous avions fait remarquer que même s'il est toujours exigeant d'être un leader, il est bien sûr plus facile d'être un leader en période d'abondance et de certitude. La crise qu'a engendré la pandémie a été un révélateur, à la fois de force organisationnelle, jusque-là inconnue, mais aussi de faiblesse. Et cette crise a certainement accéléré le besoin de changement et amené la question de la rénovation organisationnelle. On a pu voir dans le sondage tout à l'heure que vous envisagez quasiment tous des rénovations, que ce soit des transformations, des sessions de programme et des transformations plus généralement.
Ce qu'il faut souligner, c'est que le concept de rénovation implique un changement. Et clairement, un changement est toujours déstabilisant, éprouvant sur le plan émotionnel, et il comporte une part de risque. L'objectif de la séance d'aujourd'hui, c'est avant tout d'évaluer les répercussions financières et proposer un outil d'aide à la décision. Mais il ne faut pas oublier que les répercussions sur les personnes doivent toujours être prises en considération avant d'entreprendre toute refonte d'activité. Nous ne nous attarderons pas sur les aspects négatifs, ceci dit, car en réalité, la plupart du temps, les transformations organisationnelles sont une occasion d'améliorer les services que nous offrons à la communauté, d'accroître l'impact global, de mieux prendre soin des gens pour qui et avec qui nous travaillons, et de renforcer financièrement nos organismes. En fin de compte, la pandémie nous a obligés à réévaluer l'ensemble de nos activités et elle pourrait bien favoriser la résilience du secteur d'impact à moyen terme. C'est aussi donc une opportunité. Avant de nous lancer dans la modélisation financière, j'aimerais vous parler un tout petit peu du concept d'adaptabilité. Car être capable de s'adapter, finalement, cela signifie de toujours s'ajuster en fonction de l'environnement. Évidemment, nous ne savons jamais ce que nous réserve l'avenir, et la pandémie en est certainement la preuve, mais nous pouvons néanmoins évaluer dans quelle mesure un changement peut accroître notre résilience, et ceci peu importe à quoi ressemblera l'avenir. Dans ce sens, des transformations de moindre envergure, mais plus fréquentes, et même continues, sont souvent préférables à des transformations peu fréquentes et de grande échelle, qui, elles, comportent de bien plus grands risques. Vous êtes peut-être déjà familier de ce modèle. Il s'agit du cycle d'adaptation de Francis Wesley, qui nous vient du Waterloo Institute for Social Innovation and Resilience. Le modèle lui-même représente une bande de Moebius. Et ça se comporte ainsi. Peu importe où l'on se trouve, on se dirige toujours vers une série de changements et d'étapes prévisibles au fil du temps. Aujourd'hui, je vais me servir de ce modèle pour décrire brièvement en quoi cette séance vous aidera. Si l'on prend l'état du secteur avant la pandémie, on peut dire que la plupart des organismes pour lesquels nous travaillons avaient atteint un certain niveau de maturité, à moins qu'ils ne fussent déjà en situation de crise. Nous gérions les activités quotidiennes, nous avions peut-être des projets d'avenir, mais nous voulions les réaliser au moment opportun. Puis est arrivée la pandémie. Nous avons dû nous adapter et modifier certaines pratiques. En réalité, la réalité de la crise a été telle que nous avons été nombreux à préférer abandonner les anciennes méthodes pour passer directement à la phase d'adaptation. Pour beaucoup, d'autres changements étaient déjà amorcés. Souvent, l'avenir de notre organisme était déjà en péril. Aujourd'hui, nous avons bon espoir que le pire de la crise est derrière nous et avec un peu de chance, nous avons le temps de souffler, de réfléchir et d'envisager un nouvel avenir pour notre organisation. Par conséquent, si nous avons convenu d'éventuels changements à mettre en place, que nous appellerons aujourd'hui rénovation, il est temps de passer à l'action. Et c'est là que se trouve l'étape la plus difficile à accomplir. Car il faut notamment surmonter notre réticence naturelle à investir, surtout lorsqu'il y a un risque. Forcément, les ressources ne sont pas sans limite, que l'on parle de ressources financières, d'énergie émotionnelle ou d'efforts physiques, et ces ressources consommées ne seront plus disponibles à l'avenir pour d'autres projets. Le but de la séance d'aujourd'hui est d'aider les organisations à concrétiser les possibilités de rénovation et donc à pouvoir aller de l'avant dans ce contexte de reprise en évaluant si un investissement les rendra plus solides sur le plan financier. De manière générale, et pour fonctionner au quotidien, nos organisations doivent exécuter certaines tâches financières de base. Manipuler de l'argent, le déposer à la banque, payer les sommes que nous devons, percevoir les sommes qui sont dues, payer nos employés, tenir les registres financiers, etc. Dans les organismes de grande envergure ou plus complexes, on trouve souvent d'autres tâches. Planifier l'avenir financier, suivre le plan, communiquer les renseignements sur le rendement, aux conseils et aux intervenants externes. Et le plus souvent, c'est ceci, l'aide à la décision, qui donne du fil à retordre aux petits organismes, c'est-à-dire évaluer les différentes pistes d'action possibles et choisir la meilleure. J'insiste ici, le choix d'entreprendre ou non une rénovation organisationnelle ne repose pas uniquement sur l'argent, mais il est important que les choix que nous faisons en tant que leaders renforcent nos organismes sur le plan financier à long terme. Car dans le cas contraire, nous risquons de diminuer leur résilience face à la prochaine crise. Ceci dit, à cette théorie, passons à la pratique. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'insiste juste sur le fait que toute rénovation organisationnelle comporte des risques. Certains professionnels peuvent aider votre organisme à évaluer, éviter, atténuer ces risques. Je n'ai pas moi-même ces connaissances ni l'expérience de ces professionnels, mais nous avons toutefois, avec mon collègue Lee Herring qui a développé ce webinaire, de l'expérience dans le management et l'accompagnement financier des organismes à but non lucratif.
Et les outils qui vont vous être présentés ont pour but de vous aider à la décision de manière prudente. Cela ne remplace pas, quoi qu'il en soit, le recours à une expertise qualifiée avant d'entreprendre toute rénovation organisationnelle. Nous allons passer donc maintenant aux fondamentaux de la rénovation organisationnelle. Pourquoi l'entreprendre, les principaux points de vigilance et les défis pour l'organisation. Donc, il existe plusieurs signes qui peuvent vous pousser à réfléchir et adapter votre activité pour entamer une rénovation organisationnelle. D'abord, vous avez peut-être évalué vos services et constaté que l'ancienne manière de fonctionner ne convient plus. Cela peut arriver si la participation à un programme diminue, mais également si le programme connaît trop de succès, que les ressources, locaux ou employés actuels ne suffisent plus, ou que le besoin dans la communauté dépasse votre capacité actuelle à y répondre. La pandémie a également engendré ce besoin accru de services pour les populations vulnérables. Vous avez peut-être également changé votre vision, votre mission, et de ce fait, certaines activités ne cadrent plus avec celles-ci. Il se peut qu'en plus, vous devez délaisser des activités existantes afin de libérer des ressources pour réaliser les nouveaux objectifs. Souvent, on considère également les programmes et les frais généraux connexes comme un moyen de couvrir les dépenses de base. Nous développons des programmes pour dégager des ressources visant à financer le cœur d'activité. Parfois, un partenaire ou une organisation locale cherche à se séparer d'un des programmes ou un bailleur de fonds met en place un nouveau volet de financement. Jusqu'à présent, nous n'avons parlé que de programmes et d'activités, mais le même principe s'applique aux locaux destinés au programme, que vous soyez propriétaire ou locataire. À mesure que votre organisation croît ou décroît, vous pourriez avoir besoin de plus ou moins d'espace. Certains locaux sont peut-être sous-utilisés une partie du temps. Si vous êtes en mesure de vous départir de certains locaux, cela vous permettra sans doute de faire des économies qui peuvent être consacrées à d'autres objectifs prioritaires de l'organisation. Ainsi de suite pour les actifs de manière générale. Peu importe le besoin qui a incité le changement, les grands objectifs d'une rénovation organisationnelle sont souvent les mêmes. Idéalement, nous voulons augmenter nos revenus et nos flux de trésorerie pour accroître l'autonomie et la résilience financière de notre organisation. Nous voulons soutenir nos employés et nos bénévoles. Nous voulons également renforcer le soutien de la communauté élargie et notre réputation auprès de celle-ci, en montrant à nos bailleurs de fonds et partenaires que nous servons la collectivité tout en consolidant l'organisation. Et pour cela, alors que nous avançons dans la démarche, nous devons envisager les risques et les conséquences de toute rénovation. Une fois de plus, ceci n'est pas un webinaire sur la gestion du changement, mais il est important de bien réfléchir à tous les aspects d'une rénovation avant d'aller plus loin. Habituellement, les nouvelles acquisitions, que ce soit un programme ou un bien, nécessitent un investissement initial financier et managérial. La plupart des acquisitions comportent une part de risque, supposent des changements qui doivent faire l'objet d'une attention de la part de la direction, et il est important de bien s'y préparer. D'un autre côté, la sortie d'un programme aura des répercussions sur les employés et les bénévoles, même s'ils demeurent tous au service de l'organisation. Ceci nécessite également un investissement managérial. La sortie d'un programme ou l'aliénation d'un bien a également des répercussions sur les bénéficiaires du programme. Il faut analyser de près les façons d'en prévenir les conséquences négatives. Par ailleurs, tout changement, qu'il soit perçu comme étant positif ou négatif, nécessite une communication interne et externe efficace. Déterminez toujours qui doit savoir quoi et à quel moment. Assurez-vous d'avoir les ressources et le temps nécessaires pour bien communiquer ces informations. Enfin, rappelez-vous que les membres des conseils et les dirigeants des organisations ne peuvent donner la priorité à tout en même temps. S'ils se concentrent sur les changements, ils ne pourront accorder le même niveau d'attention aux autres enjeux. Il est crucial ainsi de bien se préparer pour éviter que votre rénovation organisationnelle ne crée plus de problèmes qu'elle n'en règle. Ceci étant, je ne veux pas vous faire peur, au contraire, nous devons continuer à investir dans nos organisations pour préserver la plus grande valeur possible aux yeux de la communauté et à long terme et augmenter l'impact du secteur. L'objectif de ce webinaire est de démontrer qu'il est moins risqué d'investir dans une rénovation organisationnelle, si elle est bien préparée, que de ne pas investir. Au total, nous avons créé 4 outils. Un pour évaluer les modifications apportées au programme, 2 pour évaluer l'acquisition ou l'aliénation d'un bien, et 1 pour évaluer la fusion de 2 organisations. Ce sont des outils de modélisation financière simples à utiliser. Dans chacun de ces scénarios, les considérations ne sont pas uniquement financières, mais souvent c'est l'incertitude quant aux résultats financiers qui nous empêche de sauter le pas. La suite de ce webinaire traite du cas spécifique de l'ajout d'un programme et offre un aperçu d'un des outils. Les 3 webinaires préenregistrés apportent par ailleurs plus de détails sur chaque scénario et les éléments à considérer. L'ensemble des supports vous seront transmis suite à cette présentation.
Maintenant, donc, un petit moment finance. Malheureusement, on est obligé d'y passer. Il est nécessaire de regarder ensemble certains concepts financiers avant de procéder à la modélisation. Les états financiers de votre organisation se composent en général de 2 états principaux et peut-être 3 ou plus, selon le degré de complexité de votre organisme. Vous avez tout d'abord le bilan, qui est appelé état de la situation financière. C'est un instantané de l'actif, du passif et des capitaux propres de votre organisation. Ceci à un moment précis, généralement à la fin de votre exercice financier. Pour mesurer les répercussions d'une rénovation organisationnelle, particulièrement de l'acquisition ou de l'aliénation d'un bien, nous pouvons prendre un instantané avant la rénovation et après, pour voir si celle-ci a été avantageuse financièrement. L'état des résultats d'exploitation, aussi appelé état des résultats, mesure les revenus, les dépenses et le revenu net ou la perte nette pour une période donnée. Encore une fois, nous pouvons évaluer le revenu net d'une période particulière avant la rénovation et après, pour voir si nous nous porterons mieux financièrement. Pour faciliter les choses, nous n'aborderons pas l'état des flux de trésorerie. Toutefois, si votre organisation éprouve des difficultés financières ou si la rénovation nécessite une trop grande part de vos liquidités, il est vivement suggéré d'obtenir de l'aide pour modéliser le calendrier des flux de trésorerie, c'est-à-dire les moments où vous aurez besoin d'argent et les moments où vous aurez des rentrées de fonds. C'est très important si vous ne voulez pas que votre organisation se retrouve à court d'argent à mi-chemin dans la rénovation et donc de risquer de compromettre les bénéfices à long terme. Donc, si l'exercice de modélisation commence avec le bilan tiré de vos derniers états financiers, vous avez également besoin du budget annuel de votre organisation. Ici, nous pouvons tracer le portrait des modifications apportées à un programme ou à un bien en ce qui concerne l'investissement et les opérations. Nous pouvons alors voir et présenter les résultats dans la feuille de résumé. Il ne faut pas oublier cependant qu'il existe un outil pour calculer l'avant et l'après de manière approximative. Pour les opérations complexes ou risquées, la prochaine étape serait de revoir les estimations avec une plus grande diligence et encore une fois d'obtenir les conseils d'un professionnel ou une aide extérieure selon le cas. Pour le moment, je présenterai un scénario d'utilisation simple de l'outil de programme pour vous donner une idée de son fonctionnement et par la suite, nous répondrons aux questions. Les autres vidéos préenregistrées contiennent des instructions beaucoup plus détaillées et des exemples de différentes utilisations des outils. Je vous invite donc à regarder les vidéos correspondantes à vos besoins en cliquant sur les liens qui vous seront fournis par la suite. Passons maintenant à l'outil de modélisation simplifié. Ici donc l'exemple de l'outil de programme. Voici comment la première feuille se présente. Ici, c'est donc la feuille du bilan que nous allons compléter ensemble. Lorsque nous effectuons une modélisation pour l'ajout d'un nouveau programme, les éléments les plus importants du bilan sont généralement les coûts de démarrage, d'un côté les dépenses liées à l'acquisition de biens ou l'accomplissement d'un travail, qui seront passées en charge, et de l'autre les dépenses liées à l'acquisition d'immobilisation, mobilier, équipement, ordinateur, amélioration locative par exemple. Prenez note que l'outil ne suppose pas que vous contractez une dette à court ou moyen terme pour démarrer un programme. Si vous prévoyez de contracter une dette pour démarrer un programme, signalez-le nous, nous pourrons vous offrir un soutien ou un outil supplémentaire. Lorsque vous utilisez la feuille, vous remarquerez que toutes les cellules sont verrouillées, sauf les vertes. L'objectif est ici de limiter le risque d'une modification de la feuille Excel qui contient des formules et de préserver son intégrité. Nous commençons avec le bilan le plus récent et inscrivons nos actifs et nos passifs. Le bilan de votre organisation comporte certainement plus de catégories que celui-ci. Rappelez-vous qu'il s'agit d'un outil simplifié. Pour cela, nous n'avons gardé que l'encaisse et les autres actifs à court terme et à long terme. Nous avons ensuite sous-divisé les actifs à court terme en actifs non affectés et affectés. Dans certains cas, une organisation peut en effet avoir une encaisse affectée qui sert pour l'ajout d'un programme ou l'acquisition d'un bien. Nous allons maintenant entrer les données de notre exemple. Nous avons choisi ici de modéliser une petite organisation de service à la famille qui a l'opportunité d'élargir son contrat de service à un nouveau public dans un quartier voisin. Nous avons donc inscrit le nom de l'organisation en haut de la feuille, ajouté les données tirées du dernier bilan. Nous utilisons ici des chiffres ronds pour l'exemple, mais vous inscrivez vos chiffres exacts. Comme vous pouvez le voir, c'est une organisation de petite taille. Elle a 250 000 $ d'actifs, 50 000 $ de passifs et 200 000 $ de capitaux propres. Ajoutons maintenant les montants prévus pour le lancement du programme. Dans cet exemple, on suppose qu'il existe un bailleur de fonds qui offre 5 000 $ à l'organisation pour le démarrage de nouvel emplacement. On ajoute ce montant à notre encaisse affectée, ceci de manière temporaire car nous nous en servirons ensuite pour investir dans le démarrage du programme. Dans un second temps, il faudra créer un budget global pour les activités de démarrage, qu'on verra par la suite. On y inscrira les achats que nous devrons effectuer pour commencer dès la première année et les investissements réalisés avant le début du programme.
même si nous récupérons cet argent plus tard avec des marges positives. Et viendront ensuite les dépenses courantes que nous engagerons une fois que le programme sera en marche. Donc, dans cet exemple, on envisage un investissement de 6 000 $ pour couvrir les coûts de démarrage, 2 000 $ pour le matériel et les fournitures, 4 000 $ pour les immobilisations. On prévoit également d'utiliser la totalité des 5 000 $ fournis par le bailleur de fonds pour payer ses coûts. Le modèle calcule par lui-même que nous devons par conséquent investir 1 000 $ supplémentaires de nos propres fonds pour compléter le budget de démarrage. Vous pouvez constater que le résultat de cet investissement est positif jusqu'à maintenant. Nous avons ajouté 4 000 $ d'actifs à long terme pour 1 000 $ de nos propres fonds après l'investissement du bailleur de fonds. Cela a donc augmenté l'actif net de 3 000 $. Jusqu'ici, c'est une très bonne opération. Maintenant, selon la manière dont votre organisation fait son budget, la prochaine étape peut être plus difficile. Pour bien mesurer les répercussions que peut avoir l'ajout ou l'élargissement d'un programme, il est d'abord nécessaire d'évaluer le rapport entre nouveaux revenus et nouveaux coûts liés au programme. À savoir que les bailleurs de fonds autorisent souvent une enveloppe de frais d'administration représentant en général 15% de la valeur totale du contrat. Ce n'est pas ce que nous modéliserons ici. Nous cherchons d'abord à évaluer les répercussions directes que peut avoir un ajout d'activité ou de locaux sur les coûts d'un programme, indépendamment de ce que le bailleur de fonds nous permet d'affecter aux frais généraux. La feuille présente séparément les revenus et les dépenses sont divisées en 3 catégories. Dépenses de programme, dépenses liées aux locaux et frais d'administration. Pour commencer donc la modélisation, ici, vous avez besoin du budget annuel. Dans la partie revenus, il n'est pas nécessaire de modéliser chacun des revenus de votre organisation, mais uniquement les revenus qui changeront. Par exemple, cette organisation a un budget annuel de 500 000 $. 48 000 sont affectés au programme qui sera élargi et 2 000 $ additionnels ont été recueillis sous forme de dons. Et enfin, on a 450 000 $ en autres revenus affectés à d'autres activités. Pour les dépenses de programme, nous allons maintenant isoler le plus possible les dépenses directes affectées à tous les programmes, y compris au programme qui sera élargi. Dans le cas présent, vous voyez que 325 000 $ sont affectés aux dépenses de programme, dont la majeure partie sert à payer les salaires des employés. Pour les dépenses liées aux locaux, nous devons isoler le plus possible les coûts de nos bureaux et autres sites. Dans notre exemple, 41 000 $ sont affectés aux dépenses liées aux locaux, dont la majeure partie sert à payer le loyer du bureau et les locaux pour la prestation de services. Plus bas sur la feuille, on trouve la catégorie de dépenses administratives, où vous trouverez toutes les dépenses qui soutiennent la mise en place du programme, mais qui ne sont pas une dépense directement liée au programme ou aux locaux. Vous pouvez voir ici qu'il y a 134 000 $ budgétés pour l'administration, destinés au salaire du directeur général et du gestionnaire de bureau. Cela correspond à des dépenses générales d'environ 27% des revenus. C'est un taux un peu élevé, mais courant dans une petite organisation qui, en général, ne peut fonctionner en dessous de ce type de ratio. Enfin et surtout, vous constaterez que le budget de cette organisation est équilibré, qu'il n'y a aucun surplus, et on peut maintenant modéliser les répercussions qu'aurait l'élargissement du programme d'aide à la famille dans les nouveaux locaux. Comme nous ajoutons ici un programme, nous utiliserons uniquement la colonne Add, Expand a Program. Dans cet exemple, nous n'utiliserons pas la colonne Eliminate, Reduce, mais si vous regardez la vidéo sur les scénarios d'utilisation pour les programmes, vous verrez comment on utilise cette colonne pour la réduction d'un programme. Certaines personnes mentionnaient ce scénario pour l'organisation tout à l'heure dans le sondage. La sortie d'un programme, ou encore comment se servir des 2 colonnes pour la transformation de prestation de services dans le cadre d'un programme, ce qui était le scénario le plus envisagé tout à l'heure. Pour ce qui est des changements de revenus, notre bailleur de fonds a offert 40 000 $ en revenus d'exploitation. Pour mener à bien l'élargissement du programme, nous les inscrivons donc dans la feuille, dans la colonne Add Expense, et nous estimons également que nous pouvons recueillir au bas mot 1 000 $ en dons supplémentaires pour payer les nouveaux locaux, que l'on ajoute également. Donc, vous remarquez que la feuille calcule automatiquement les nouveaux revenus à la suite de ces changements. À partir de notre budget programme, nous ajoutons les prévisions budgétaires des coûts directs du programme, qui pour la majeure partie sont constitués des salaires des employés. Comme nous aurons un autre emplacement, nous avons prévu un léger coût supplémentaire de transport, au cas où les employés devraient se déplacer d'un endroit à un autre. Nous ajoutons ensuite les coûts estimés pour le nouvel emplacement dans la partie locaux. Et dans cet exemple, nous avons été en mesure de négocier l'utilisation d'un espace multifonctionnel, ce qui a aidé à réduire les coûts de l'emplacement supplémentaire. Comme nous y entreposons dans l'équipement et du matériel, nous avons tout de même souscrit une police d'assurance pour ce site. La bonne nouvelle, c'est que les frais d'administration n'augmentent pas beaucoup. Après avoir modifié notre police d'assurance en fonction des nouvelles activités, nous estimons que nous pouvons nous acquitter des tâches administratives supplémentaires liées à l'élargissement du programme sans coût additionnel. Il nous reste donc un léger surplus de 5 750 $.
après avoir prévu les changements dans le budget des revenus et des dépenses. Bien entendu, ce n'est pas de cette manière dont on présentera au bailleur de fonds. On lui présentera plutôt que les frais d'administration sont de 15%, soit dans cet exemple 6 000 $. Les coûts du programme seront donc estimés à 40 750 $ par rapport aux 41 000 prévus au budget, en tenant compte des 1 000 $ en dons. Notre rapport de financement indiquera ainsi un surplus de 250 $. En résumé, du point de vue du bailleur de fonds, le programme est équilibré, mais pour notre organisation, c'est une grande valeur ajoutée. Nous offrons un service accru à la communauté, nos employés peuvent consacrer plus d'heures au programme, nous avons généré un léger surplus dans notre budget et avons ajouté 3 000 $ en capitaux propres. La bonification des services à la communauté et l'augmentation du nombre d'heures de travail ne figurent pas dans l'analyse. Elles montrent ici uniquement les résultats financiers, mais ce sont bien sûr d'autres facteurs positifs d'impact à considérer. L'ajout du programme nous permettra d'accroître notre résilience financière et augmentera légèrement nos immobilisations. Tout cela pour un coût total de côté de l'organisme qui se ramène uniquement à 1 000 $. Cette feuille de résumé peut aider toute personne dans votre organisation qui doit comprendre le processus de décision concernant l'élargissement du programme ou y participer. Les chiffres contenus dans les 2 feuilles de travail précédentes y sont résumés en une seule page qui montre les principaux résultats. L'exemple que nous avons eu est très simple, mais j'espère qu'il vous donne une idée de la façon dont vous pourriez utiliser cet outil pour modéliser les répercussions financières de l'ajout ou de l'élargissement d'un programme. Quelques points de vigilance avant de passer aux questions. Donc à noter, premièrement, nous n'avons pas modélisé le flux de trésorerie. Dans cet exemple, l'organisation avait une trésorerie considérable par rapport au risque du programme. Mais si votre organisation éprouve des difficultés financières, vous voudrez peut-être modéliser le calendrier des flux de trésorerie plus précisément pour vous assurer de ne pas manquer de liquidité. Ensuite, les coûts de démarrage liés aux actifs non immobilisés constitueront des dépenses dès la première année. Et l'argent que vous aurez reçu pour couvrir ces dépenses sera considéré comme un revenu. Cependant, l'objectif n'est pas de modéliser précisément l'état des résultats finaux, mais plutôt d'illustrer les répercussions financières continues sur votre organisation. Donc, prenez bien note que votre état des résultats annuels se présentera de manière différente de cette modélisation simplifiée. Troisièmement, si votre programme dépend de biens à long terme, c'est-à-dire d'immobilisation qui se déprécie avec le temps, il se peut que les résultats varient après que votre comptable aura produit les documents comptables et prévu une dotation pour dépréciation des biens à long terme. Quatrièmement, l'outil fait des calculs pour l'ajout ou l'élargissement du programme pour tout l'exercice, mais si vous procédez au changement à mi-exercice, n'hésitez pas à estimer les répercussions financières durant la première année à l'aide des chiffres partiels. Enfin, l'outil modélise les répercussions financières pour un seul exercice et ne tient pas compte de l'inflation. Malheureusement pour nous, la plupart des bailleurs de fonds n'augmentent pas nécessairement leur aide financière chaque année en fonction de l'inflation, et pourtant tous nos coûts augmentent. C'est un aspect à ne pas perdre de vue si les marges de votre programme sont minces. Ceci étant dit, j'espère que ces outils vous auront été utiles. Ils sont conçus pour vous aider à éviter le piège de ne pas investir. Et ils le sont, je l'espère, suffisamment simples pour ne pas vous emmener dans des analyses trop poussées. L'idée, c'est de vous donner un premier aperçu. S'il est bon, approfondissez votre analyse et recourez à l'aide de professionnels extérieurs pour les rénovations plus complexes ou plus risquées. Si le premier aperçu n'est pas favorable, vous aurez évité de consacrer du temps et des ressources à faire des analyses plus détaillées. Un dernier rappel, donc encore une fois, peu importe la taille de la rénovation que vous envisagez, assurez-vous bien d'exercer une diligence raisonnable d'abord et d'obtenir un avis indépendant au besoin. De manière générale, ce qu'on peut dire, c'est que dans cette phase de reconstruction suite à la pandémie, nous sommes nombreux à devoir nous adapter. Pour certains, les changements ne sont pas les bienvenus. Ceux-ci auront des répercussions négatives sur les clients et les employés, peut-être sur les finances. Pour d'autres, certains des changements qui devront être faits auraient certainement dû être faits il y a longtemps, mais pour une raison ou une autre, ils avaient été repoussés. Je crois que nous sommes nombreux, par exemple, à avoir utilisé les premiers temps de la pandémie pour refonder nos activités, engager des travaux que nous repoussions, des évolutions dans les programmes, procéder à des changements de rôle dans les équipes, développer le recours à Zoom pour les visioconférences et les webinaires. Et quelle que soit la situation, le changement est toujours difficile. Il nécessite de la planification, peut déranger ou modifier les modèles établis, en plus de comporter des risques. Mais ce qui est clair également, c'est que ne pas s'adapter vient avec d'autres risques. Et on peut se demander plus globalement si les organisations qui ont été obligées de s'adapter en raison de la pandémie, qui ont entrepris des rénovations organisationnelles, ne seront pas plus susceptibles de s'adapter et de procéder à des rénovations continues dans le long terme lorsque des circonstances moins éprouvantes se présenteront.
Voilà, je vous remercie. J'espère que ce webinaire vous aura été utile. N'hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez besoin d'une aide supplémentaire pour utiliser les outils, si vous souhaitez accéder à un outil déverrouillé pour changer certaines hypothèses, si vous avez besoin de faire modifier un outil pour un projet de rénovation plus compliqué. Nous allons passer maintenant aux questions. Je vais rendre la parole à Anna-Sophia. Et pour les questions, donc le concepteur de ce webinaire, Lee Harin, mon collègue, sera également présent pour répondre à vos demandes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Emeline, pour cette super présentation. Je voulais juste vous rappeler à tous qu'on va partager la présentation, donc, où vous avez vu pendant les slides qu'il y avait les outils partagés avec cliquez ici. Donc, on partagera tout ça, mais à nouveau, merci Emeline de nous avoir expliqué pas à pas comment marche l'utilisation de ces outils. Je partage un commentaire de Jérémy Roberge qui a dû quitter un peu plus tôt, mais il dit « J'aime beaucoup l'outil présenté, il pourra certainement soutenir le développement organisationnel que nous souhaitons effectuer. » Donc, un gros merci, Emeline, à nouveau. Peut-être qu'on peut passer au deuxième sondage. On va lancer un deuxième sondage pour avoir votre aperçu après la présentation et on pourra après passer aux questions si ça te convient, Emeline. Donc, je passe au deuxième sondage pour vous demander, après cette présentation et dans vos réflexions, quel outil de planification financière utiliserez-vous pour soutenir votre prise de décision? Emeline, si tu peux passer à la suivante, au suivant slide. Voilà, parfait, merci. Donc, je lance le sondage et je vous donne quelques secondes pour répondre avant de passer aux questions. Donc, avec les outils présentés par Emeline, quel serait un des outils que vous pourrez adapter à votre contexte? Donc, il y a beaucoup d'intérêt pour le premier, le Program Tool, pour modéliser le démarrage d'un projet. Je vous donne 5 secondes et je partage les résultats. Donc, il y a beaucoup d'intérêt pour le premier outil. Merci de ça. Je ferme le sondage et maintenant je ouvre l'espace pour aucune question. Donc, je vous invite à cliquer sur Unmute, donc en bas à gauche, et à nous partager vos questions, vos commentaires, vos réflexions. Vous pourrez aussi les partager sur le chat, si vous préférez cela. Donc, je reçois une question. Est-ce que ces outils sont disponibles en français? Alors, a priori, pas encore. Est-ce que vous parlez de la feuille Excel ou des webinaires préenregistrés? Pour les feuilles Excel. Pour le moment, il n'existe qu'en anglais. Mais cela peut être mis en œuvre, je suppose. C'est plutôt du côté d'Innovive, je crois. C'est une excellente question. Je pense que si on peut adapter les outils au français, c'est une option à considérer et à implémenter. Donc, on prend note de la question et on vous revient sur ça dans un futur pas très lointain. Mais oui, merci pour cette question, José. Et on vous donnera des détails sur ça. Mais pour l'instant, donc les outils, la feuille Excel et les vidéos préenregistrées que Emeline a partagées sont en anglais. Mais on y travaille. Puis il y a une autre question.
Merci, Sullivan. Les outils sont intéressants. Est-ce que vous avez des outils de rapportage des opérations d'un projet? Qu'est-ce que vous entendez exactement par là? Peut-être si vous pourriez nous, nous repartager la question. Est-ce que c'est à propos de, dans l'ajout de nouveaux projets que vous voudriez des outils spécifiques pour rapport des activités, par exemple, état des lieux, extrants, etc. Euh, Je pense qu'on doit avoir ce type d'outils par ailleurs sur d'autres modules. L'objectif de ce webinaire et de ces outils sont plutôt de modéliser des transformations. Je vais juste demander à mon collègue, Lee. They are asking if you have also other kind of tools in Excel sheet that are more kind of reporting on activities and programs. Donc, mon collègue Lee indique qu'aujourd'hui, ces outils ne sont pas disponibles à diffuser, mais par contre, qu'on est capable d'accompagner là-dessus et qu'il ne faut pas hésiter à se diriger vers nous. Donc, vous aurez nos contacts à la fin de la présentation pour vous appuyer sur l'établissement de ce type d'outils. Super. Merci, Emeline. Et merci pour cette question. Y a-t-il d'autres questions avant de passer à la phase finale de la présentation? Si oui, je vous invite à les écrire sur le chat. Je voulais juste prendre un moment pour le prochain slide. Émile, si tu pourrais passer au suivant. Comme je l'ai dit tantôt, il y a eu énormément de ressources financières et de fonds qui ont émergé au début de la crise et qui continuent à être diffusés. Donc, on voulait prendre un moment pour partager quelques opportunités qui peuvent être intéressantes pour votre travail. Donc, on met le focus sur ces quatre. Il y en existe d'autres, mais c'est ces quatre opportunités qui sont toujours disponibles. Il y a quelques fonds qui sont déjà fermés, mais je voulais vous partager. Donc, il y a le Fonds pour les communautés résilientes qui a été mis en place par la Fondation Trillium de l'Ontario. Donc, si vous êtes en Ontario, ceci peut être intéressant. C'est visé pour les communautés qui entrent dans cette étape de reconstruire reconstruire leur modèle et rebâtir ou continuer à bâtir leur résilience. C'est un fonds ponctuel qui vise à la relance, à la reconstruction. Donc, la date limite pour ça est dans quelques semaines, le 2 septembre pour le premier round, puis le 2 décembre pour le deuxième. Il y a aussi le Fonds de résilience des peuples autochtones. Donc, c'est un fonds philanthropique pour les organismes qui sont soit dirigés par une personne autochtone, soit qui offrent des services aux peuples autochtones. Et c'est visé sur renforcer la résilience des communautés inuites, métisses ou de Premières Nations. C'est partout au Canada et c'est un consortium de différents bailleurs de fonds qui y contribuent. Et c'est pour des projets à court terme ou à moyen terme, donc qui doivent être complétés avant le 31 décembre. À nouveau, tous les liens seront dans la présentation qu'on partagera à la fin de la séance. Et puis, il y a énormément aussi de fonds de la relance régionale, donc c'est les fonds du gouvernement fédéral, mais qui sont administrés à travers des agences de développement régional. Donc, si cela vous intéresse, je vous invite à visiter ce lien. Et les conditions du financement varient selon la région, donc dépendamment de où vous vous situez aujourd'hui. Et puis, Centraide continue à donner des mises à jour pour les différentes opportunités de financement ou de soutien
Et cela, à nouveau, varie dépendamment de la région. Donc, je vous invite aussi à consulter ceci if. Le français et anglais se mélangent. Je vous invite à visiter ces liens si ça vous intéresse. Et avec ça, Emeline, si tu pouvais passer au suivant slide. Voici les infos. Donc, comme on l'a dit, on vous invite à écrire à l'équipe d'Innovive à info@innovive.ca et aussi à Lee et Emeline directement. Donc, il y a son courriel ici. Si vous avez d'autres questions, je vous invite à les poser en ce moment. Merci pour tous les messages dans le chat. J'ouvre le chat. Et on partagera l'enregistrement de la session si vous voulez le revisiter, puis les outils. Et on vous tient au courant pour les outils en français. Et à nouveau, merci énormément Emeline et Lee pour la préparation du webinaire, du contenu et pour cette présentation aujourd'hui. Et merci à Wayne aussi pour le soutien dans la préparation. Donc, je vois beaucoup de messages de merci. J'espère que Emeline et Lee peuvent les voir. Merci à vous également, hein, l'équipe d'InnoWaves et le public d'aujourd'hui. Merci à toi. C'est votre contenu et merci. Donc, je pense qu'on arrive à la fin de l'heure. On restera sur la ligne si jamais il y a d'autres questions ou des commentaires, des questions sur comment ce modèle est applicable à cas spécifiques. Donc, on reste sur la ligne, mais la partie plus formelle du webinaire est maintenant achevée. Donc, merci et je vous souhaite une belle fin de journée pour ceux qui sont sur la côte Est et une belle continuation de journée pour la côte Ouest. Merci à tous. Très bonne journée. Je vais arrêter l'enregistrement.